Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Et je suis avec la Micaire. Comment est-ce que ça va la Micaire? Eh ben ça va très bien mon cher Greg et il faut que je m'habitue au fait de te voir les mains débarrassées du micro. Mais ça va très bien, on est là pour une nouvelle vidéo de news, actu, ciné, série fort chargée, il y a eu encore plein de choses cette semaine mon cher Greg. Et permets-moi de commencer avec le point pognon. Et il y a eu une surprise au box-office américain, c'est le nouveau Twister, donc Twisters, tel qu'il s'appelle, qui a fait beaucoup parler, et notamment avec l'acteur Glenn Powell, qui est en train d'exploser Hollywood, c'est l'acteur, le tendance du moment. D'ailleurs, il signe dans plein de projets. Et le film était annoncé aux alentours de 40 millions de dollars pour son premier week-end. Et il a dit niet et il a tapé 80 millions de dollars. C'est une grosse surprise. C'est le plus gros démarrage historique pour un film catastrophe aux US. Hein. C'est le deuxième plus gros démarrage de l'année aux US. Donc ça, personne ne l'avait envisagé. Et à titre de comparaison, pour un film qui a été un énorme carton l'année dernière, mais qui a profité d'un énorme bouche à oreille, donc est-ce que Twisters aura le même bouche à oreille, je vais en parler après, c'est que le film, Twister, a fait que 2 millions de moins au démarrage que Oppenheimer. Donc c'est énorme. Au niveau mondial, Twisters, les amis, il est à déjà 123 millions de dollars, donc c'est très correct. Est-ce que je disais, est-ce qu'il va profiter du même bouche à oreille que Oppenheimer? Il y a un gros doute parce que dès la semaine prochaine, Twisters va se manger un mastodonte dans la tronche. En l'occurrence, Deadpool et Wolverine, qui devrait pulvériser le record d'un démarrage pour un film R-rated et rappeler au bon souvenir de Marvel, ce qui est un énorme succès puisqu'on n'en a pas eu depuis un moment du côté de chez Marvel. Donc on s'attend à un raz-de-marée Deadpool et Wolverine. Attention, hein, le film étant R-rated, il sera donc proposé dans théoriquement moins de séances, même si on peut le constater, mon cher Greg. D'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, le film est sorti en France, qu'il n'y a pas eu d'avant-première pour le film, mais qu'il y a des séances à minuit 1 par exemple dans le cinéma pas loin de chez moi et à minuit 15 donc dès qu'on est officiellement mercredi, alors c'est parti, il y a plusieurs séances le matin aussi, enfin on verra. Aux États-Unis ils sont peut-être un peu plus stricts là-dessus, donc peut-être que Deadpool et Wolverine aura peut-être moins la capacité de capter beaucoup de monde, et surtout même s'il y a énormément de séances, forcément le public sera limité puisqu'il est R-rated, donc il n'aura pas le public des ados par exemple ou des enfants qui sont habitués à aller voir certains films de super-héros. Là, ça sera pas possible puisqu'on rappelle qu'un cinéma n'a pas le droit de laisser passer une personne qui ne respecte pas, enfin qui ne rentre pas dans la catégorie d'âge. Il y a d'ailleurs des lourdes sanctions prévues s'ils le font. Donc voilà pour Twister, mon cher Greg. Je voulais faire un point très rapide sur le box-office d'un film français qui est j'en avais parlé dans une précédente vidéo news box-office, qui est donc un petit truc en plus. Le film a dépassé les 9 millions d'entrées en France, c'est énorme. C'est une énorme surprise, d'autant plus qu'il a eu une promo relativement discrète. Il avait quand même fait un démarrage de Maboule, le 1er jour de sa sortie, hein, qui était le 1er mai. Et là, on est à 9 millions. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le plus gros succès historique de son distributeur Pan Distribution, puisque ça a battu le record de 4 mariages et un enterrement qui datait quand même de 94, qu'il est aujourd'hui aux portes des 10 millions, qu'il y a enfin il y a 11 films en fait français qui ont passé ce cap des 10 millions, donc c'est loin d'être anodin depuis l'invention du cinéma. Hein. Là, il a en ligne de mire très clairement le dîner de con. Qu'est-ce qu'on avait, alors, je sais jamais le dire, le titre de ce film. Qu'est-ce qu'on a donc bien pu faire au bon Dieu, etc., etc. Enfin bref. Donc un petit truc en plus, c'est un énorme succès, un succès qui était loin, très très loin d'être envisagé. J'ai eu le film, il est très cool, donc le succès est amplement
mérité. Voilà mon cher Greg pour le point box-office. Ah non, je voulais terminer quand même parce qu'il y a eu un commentaire qui disait qu'on n'en avait pas parlé, c'est vrai. Le film Horizon, An American Saga est sorti au cinéma il y a quelques semaines. Il est même sorti déjà en version digitale. Pourquoi ? Parce que le film porté par Kevin Costner, qui est un long western de 3 heures en plusieurs parties en plus, donc là on a 3 heures pour la première partie, et qui a un budget conséquent, plus de 100 millions, que Kevin Costner porte vraiment sur ses épaules, mais y compris au niveau financier. Ce film s'est littéralement vautré au box-office, puisqu'il n'a rapporté que 32 millions de dollars pour un budget de 100 millions hors com. Mais du côté de Kevin Costner, on n'est pas abattu, et loin de là, puisque s'il a quitté Yellowstone, et qui n'apparaîtra pas d'ailleurs dans la dernière partie de la saison 5, Kevin Costner apparemment serait en négociation avec Netflix pour que ces parties suivantes soient financées par Netflix, et que Netflix récupère du coup les droits exclusifs de la partie 1. Donc potentiellement, si ça marche bien sur Netflix, Horizon, un American Saga aurait donc un bel avenir. Voilà mon cher Greg, à toi. Pour les fans de Lost, bonne nouvelle, il va y avoir un petit documentaire qui va s'appeler Getting Lost, qui va être réalisé par le petit réalisateur Taylor Morden, et qui devrait reprendre un petit peu les mystères, faire un point sur la création de la série. Et il y a certains des acteurs qui vont revenir pour répondre à ce documentaire, voilà, pour ceux qui ont beaucoup aimé la série. Autre petite news, c'est le trailer de la saison 4 de Superman et Lois, qui est maintenant en ligne depuis la Comic-Con, et je sais qu'il y a pas mal de gens, enfin en tout cas il y a des gens de la communauté qui regardent Superman et Lois. Je me suis dit que j'allais vous en parler. Autre annonce, c'est Spider-Man Noir refait parler un peu de lui. Il y a l'annonce d'une actrice dans le casting, donc en plus de Nicolas Cage, qui incarnera Spider-Man Noir. Donc c'est Lee Jun Lee, qui était dans Wu Assassin, qui va donc être dans la série avec Monsieur Cage. C'est à toi mon cher Kerr. Eh ben mon cher Greg, je vais te parler de Marvel, et toi qui regardes aussi la vidéo, je vais également te parler de Marvel. Une pierre deux coups. Et pas mal de news sur le MCU. Vous allez voir, la plupart est sans aucun intérêt. Je vous préviens, je ne vous mens pas, puisqu'en fait Kevin Feige est dans la promo de Deadpool et Wolverine, donc il commence à enchaîner les interviews, il a balancé quelques trucs. Alors puisqu'on parle de Deadpool et Wolverine, je vais commencer là-dessus. Le trailer final de Deadpool et Wolverine a été diffusé, et dans ce trailer final apparaissent deux personnages qui jusqu'à présent étaient cachés. On ne savait pas qu'ils seraient dans le film, je ne vais pas vous dire lesquels, et il y en a un surtout qui a énormément fait parler. Alors outre le fait déjà d'avoir la surprise gâchée par le trailer laissait supposer des choses ou un rôle potentiellement mineur pour ce personnage-là. Et en fait, dans la promo, la prod, les acteurs, des membres de Marvel, de Disney, etc., ont beaucoup réagi au retour de ce personnage. Et j'ai trouvé ça, moi, extrêmement dommage. Vraiment extrêmement dommage. Donc, déçu. C'est comme, finalement, c'est ce que je disais sur Twitter, mais c'est comme balancer Red Hulk dès le premier trailer de Captain America. Il y avait moyen de garder des surprises. Alors, je suppose qu'il y en a d'autres qui sont bien cachés dans le film pour l'instant. Au moment où vous regardez cette vidéo, normalement, vous le savez déjà, puisque Deadpool et Wolverine est sorti, et peut-être même que notre critique est déjà sur la chaîne. Donc voilà, mais bon, je trouve qu'en termes de surprise, c'est un peu nul. Sachez que au moment où vous regardez cette vidéo, normalement, Marvel est au Comic-Con, donc ça c'est un gros événement pour Marvel, c'est son retour là-bas, et il va y avoir potentiellement des annonces, mais Feige a déjà dit pas mal de choses. Quelles sont ces choses ? Rumeur autour du retour des frères Russo, donc qui ont réalisé les derniers Avengers, qui avaient également réalisé Le Soldat d'hiver, qui se sont vautrés du côté de Netflix, et qui s'étaient proposés pour réaliser Avengers 5 et 6. Marvel avait dit bah non merci, vous êtes partis maintenant, on veut plus de vous, nous on a de la fierté. Et puis comme le projet Avengers 5 et Avengers 6 n'avance pas bien du tout,
Eh ben la fierté, on l'a rangée au placard. Et du côté de Disney et des frères Russo, on s'est remis autour de la table pour potentiellement une collaboration et donc le retour des frères Russo à la réalisation d'Avengers 5 et 6. Ils ont fait du bon boulot sur Infinity War et Endgame, donc moi je ne suis pas du tout contre leur retour. Kevin Feige a réagi dans plusieurs interviews sur cette question de fatigue super-héroïque, le fait que les derniers Marvel se soient vautrés, que plusieurs journalistes disent bah oui mais c'est que le public est fatigué de bouffer du super-héros très régulièrement, que ce soit en série ou que ce soit au cinéma, et Kevin Feige dit non pas du tout, c'est toujours le même discours de toute façon. Il n'y a pas de fatigue super-héroïque aussi, Kevin, il y en a une, mais tu peux toujours te berner, il n'y a pas de souci. Et il a dit un truc cocasse, il a dit que chaque film du MCU était des histoires individuelles destinées à être appréciées en tant qu'entité singulière, et que la connectivité dans le sein d'un multiverse était un bonus. Voilà. Mais en fait, il y a littéralement des productions Marvel où la connectivité, elle est plus qu'un bonus. C'est-à-dire que What If, si la connexion dans What If, c'est pas trop un bonus. Donc cette déclaration pour moi c'était du flan. Il a également commencé à teaser les X-Men et je pense que ce sera l'objet d'une vidéo sur la chaîne. Puisque du côté de Marvel, on est très content que Deadpool et Wolverine arrivent, mais à mon avis, on doit trembler des genoux pour la suite parce que les projets annoncés sont loin de séduire et du coup on commence à teaser sur l'après ce qui a été annoncé l'année dernière et là on commence à parler des X-Men et Kevin Feige a dit une phrase que j'ai trouvée exceptionnelle et vous allez voir qu'il révèle beaucoup sur le prochain film X-Men puisqu'il a dit qu'il y aurait des X-Men déjà vus et des X-Men jamais vus. Voilà, merci Kevin. Et il a également parlé donc de Spider-Man 4. Il a dit que, ça c'est intéressant, qu'ils allaient chercher un autre réalisateur que John Watts, qui avait fait les précédents. Et il a dit que le projet avançait bien. Et il utilisait un terme, alors je pense qu'en Amérique, ça doit être la traduction française qui est un peu moyenne. Mais il a dit que très rapidement, il avait demandé à un pool de scénaristes de lui proposer un premier brouillon. Donc, j'ai trouvé le terme brouillon cocasse. Mais voilà, il commence à écrire sur Spider-Man 4. Donc toujours avec Sony. Il a également parlé de la série Nova. Et il a dit que la série Nova arrivait dans 3 ou 4 ans. Donc on a le temps de voir arriver le bousin. Blade devrait logiquement être un film R-rated dans la continuité de Deadpool et Wolverine, surtout que Deadpool et Wolverine va cartonner. Donc potentiellement Blade qui ne devrait pas cartonner. Enfin, je l'espère pour lui, hein, mais vu la difficulté qu'ils ont à mettre le projet en place, je doute que ce projet aille sur de bons rails un jour. Et enfin, je termine par Kevin, parce qu'il nous a dit tellement de trucs super que j'ai pu vous relayer là, que Kevin Feige a obtenu son étoile sur Hollywood Boulevard. Voilà. Bravo Kevin, c'est mérité. Parce que nous dire qu'il y aura des X-Men qu'on n'a jamais vus et des X-Men qu'on a déjà vus, eh ben moi, rien que pour ça, tu la mérites ton étoile. Voilà mon cher Greg, à toi. Bon, là, t'es un petit peu sarcastique, mais dans les faits, des gens qui ont produit un truc aussi gros que le MCU, il y en a pas beaucoup. C'est assez logique qu'il ait quand même son étoile sur le Hollywood Boulevard. Quand tu sais que t'as quand même des gens dont on a en vrai oublié le nom quelques années après, quoi. Non, t'en dis quoi? Bah non, je suis d'accord. Non, mais j'étais bien évidemment ironique, mais et en effet sarcastique, mais il a produit Endgame et Infinity War qui ont été des caches à pognon monumentales, donc bien évidemment c'était évident qu'il allait avoir. Mais c'est pas qu'une question. Enfin, le succès du MCU n'est pas qu'une question de pognon, c'est d'avoir réussi à produire autant de films qui sont interconnectés sur 10 ans. Alors là, c'est sûr que quand on regarde au moment où ça marche pas, on peut être sarcastique, mais c'est quand même incroyable d'avoir réussi à monter une machine aussi énorme. Et j'ai envie de dire, j'étais sans doute le premier à être tellement hypé sur Endgame que je trouve que ça mérite clairement son étoile dans l'histoire du cinéma. Puis, ça sera la première IA
à avoir son étoile à Hollywood, puisque dans T'es en train de spoiler, les gens ne savent pas tous que c'est une IA. Du coup, puisqu'on parle d'IA, Netflix, alors, je parlerai de d'IA et Netflix après. Netflix, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Netflix, si vous êtes encore un Netflix essentiel, eh bien, sachez que vous allez être obligé de passer à l'ordre publicité. Je sais pas pourquoi je fais ça. J'ai des mains libres. Du coup, je suis en train de découvrir qu'est-ce que je peux en faire. Et du coup, l'information, c'est que vous allez être obligé dans les jours qui viennent à passer sur l'offre publicité. Vous n'aurez plus le choix. C'était déjà le cas dans d'autres pays. Là, ils attaquent la France. Ce qui me fait une transition parfaite pour annoncer que Netflix a gagné 8 millions d'abonnés. Et également qu'ils ont annoncé qu'ils faisaient 2 milliards de dollars de bénéfices. Est-ce que la première news va avec la deuxième? Sans doute, j'ai envie de vous dire. Et le truc, c'est qu'en fait, donc Netflix est toujours très 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 loin devant du coup les autres plateformes. Ils ont annoncé également que c'est le dernier trimestre où ils annonceraient leur nombre d'abonnés, mais que pour tous les prochains trimestres, ils n'annonceraient plus que l'engagement des abonnés. En gros, ils sont premiers. Il n'y a plus de raison de communiquer. Ils sont tellement loin devant, il n'y a plus de raison de communiquer aux yeux de la bourse que le streaming, c'est Netflix, etc., etc. C'est aussi peut-être une manière de cacher des revenus et des pertes qu'ils pourraient avoir sur les autres activités. Parce que c'est sûr que c'est facile de dire j'ai gagné, il y a tant d'abonnés à tel prix, pour des gens qui font des analyses un peu de retrouver un petit peu leur modèle économique de manière très précise. Et puis aussi parce qu'il y a une raison, c'est que c'est le premier mois où en fait Netflix donc continue à gagner en abonnés, mais perd en temps regardé par abonné. Donc ça veut dire globalement qu'il y a plus d'abonnés, mais que les abonnés en moyenne regardent moins Netflix qu'avant. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont choisi de s'intéresser à ces métriques de quantité d'engagement vers les gens. Voilà, donc 2 milliards de bonus. La crise chez certains, Disney+, qui va très mal au niveau du service d'abonnement, Paramount qui va pas bien, et du coup Netflix, c'est la fête. Et puisque je parle de Paramount, tu as une news au niveau des annulations de Paramount. Oui, mon cher Greg, dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué que la série Evil, qui était un carton depuis qu'elle était passée sur Netflix pour ses premières saisons, avait été annulée par Paramount+, qui est la plateforme qui la diffuse pour les saisons inédites, donc la saison 4 qui se termine fin août, si je ne dis pas de bêtises. Non, je ne dis pas de bêtises. Et la série sera ensuite terminée, sauf si, bien évidemment, devant le succès sur Netflix, ils décident de rajouter une saison, parce que la série à produire coûte pas cher, et en plus, elle est cool. Mais il y a une autre grosse série qui, elle, coûtait cher, et qui était un peu le fleuron de Paramount+, si on met de côté Yellowstone et toutes les séries de Taylor Sheridan, c'était Halo. Et Halo, l'adaptation donc live du jeu vidéo, a été annulée à la suite à sa saison 2. Il n'y aura pas de saison 3. Du côté de la prod et de Xbox, on a communiqué sur le fait qu'ils cherchaient une nouvelle plateforme pour Halo. Mais là, sur le coup, à mon avis, il faut être pessimiste. L'audience était pas folle, mais c'était Paramount, c'était une plateforme naissante, donc forcément, les audiences ne peuvent pas être incroyables. Mais surtout, il y a un énorme budget. Donc, pour que ça fonctionne, il faudrait qu'on ait le même cas que Evil, par exemple, Evil, ou que du côté de Max, les fans de la série Warrior espèrent qu'il va se produire avec l'arrivée de Warrior sur Netflix, c'est-à-dire que globalement, Halo passe sur une autre plateforme, donc les 2 premières saisons, exemple Netflix, là c'est un carton, et du coup Netflix dit, puisque la première et la deuxième saison ont cartonné, on commande une saison 3. Warrior, c'est ça arrive cet été aux États-Unis et probablement en France sur Netflix. En France, je sais pas, donc pas m'avancer. Sur Netflix. Et les fans espèrent que ça va être un énorme succès et que du coup, ils vont recommander une nouvelle série, une nouvelle saison pour Warrior. Bon, on verra, mais moi, pour Halo, je n'y crois pas du tout. Et tu parlais de la réussite de Netflix et tout, des 8 millions, etc. Il y a quand même
ok, il y a beaucoup dans l'analyse brute on arrête de partager notre compte et Netflix a gagné des abonnés, c'était une évidence. Dès le début, on l'avait dit que si on arrête le partage de compte, forcément, si on était à 4 ou 5 sur un compte, il y a forcément, dans ces 4 ou 5, une ou deux personnes qui va reprendre un abonnement de son côté, et pour Netflix, c'est le win-win. Sauf que dans les faits, euh, les analystes expliquent que globalement, Netflix a perdu des utilisateurs. Alors pas des abonnés, mais des utilisateurs. Depuis la fin du partage de compte. Et on est sur une augmentation du nombre d'abonnés qui est pas folle selon beaucoup d'articles. Donc ok, cool. Ils continuent de gagner des abonnés, c'est très bien. Là où d'autres plateformes en perdent. Et là, tu parlais de 2 milliards qu'ils ont fait cette année. On rappelle quand même, et tu t'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais Netflix a balancé des milliards et des milliards pour la création. Donc, est-ce qu'ils sont bénéficiaires? Est-ce que la santé financière de Netflix est bonne? Pour l'instant, aux dernières nouvelles, c'était warning. Hein. On se rappelle de la crise qu'il y avait eu avec la bourse et quelques mauvais résultats. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils vont plus communiquer sur les résultats. C'est que c'était l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ils avaient communiqué sur les abonnés qui étaient en hausse, mais pas autant en hausse qu'ils l'espéraient. Et ils avaient perdu en bourse. Et du coup, la survie de Netflix avait été mise en péril. Donc, on verra. Toujours est-il que, puisque en effet ils sont au-dessus, ils se sentent en tout cas tellement au-dessus que Netflix a communiqué sur le fait que eux ils ne feraient pas de bundle comme prévoit de le faire par exemple Disney Plus et Max, ou par exemple on a des bundles en France avec Canal. Aux États-Unis, il n'y aura pas de tout ça. Et Netflix, elle explique en disant tout simplement, mais à quoi bon faire des bundles comme le font les autres plateformes, puisque nous sommes déjà les plus gros et que notre catalogue est supérieur à tous ceux des autres. Donc globalement, du côté de Netflix, on est plutôt cool. On se dit, bah à quoi bon faire un petit bundle avec Disney alors que de toute façon, ça ne va rien nous apporter en plus. Et bon, je suis plutôt d'accord. Et là, on part sur un monde de plateformes qui est celui qu'on décrivait depuis plusieurs années, mon cher Greg, qui est bundle de Disney, Warner, Paramount, peut-être Apple, etc. Et à côté, Prime qui continue sa vie tranquille, et Netflix, bien évidemment, qui est là. Et globalement, on va se retrouver avec 3, peut-être 4 plateformes, mais beaucoup moins que le nombre qu'on a aujourd'hui. Voilà, mon cher Greg. T'es déçu par l'annulation d'Halo ? Oui, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment une annulation qui m'a embêté. Après, le truc, c'est que je n'ai jamais joué au jeu Halo. Et j'ai trouvé que la série était étonnamment quali par rapport à d'autres trucs qui étaient proposés en ce moment. Et globalement, il y avait des épisodes de remplissage, c'est sûr, mais globalement, la série était, je trouve, assez bien produite. Et encore une fois, j'ai pas joué au jeu, j'ai constaté qu'il y avait une inconsistance du personnage du Master Chief, des fois très froid, et pourtant il est dans une relation amoureuse. Enfin, son développement était assez étrange, et visiblement, c'est pas passé du tout auprès des fans, qui n'ont pas compris pourquoi est-ce que le Master Chief était autant sans son masque, alors que normalement, une des forces du personnage, c'est d'être en permanence masqué. La relation amoureuse, visiblement, va contredire énormément de qui est du coup le Master Chief dans les jeux, et du coup c'est sûr que quand tu adaptes une série d'une franchise comme ça, si derrière tu vas contre le corps des fans qui eux-mêmes n'ont plus envie de regarder cette série, c'est sûr que tu te tires une balle dans le pied. Surtout que la série avait un très gros budget, c'était un des plus gros budgets, si ce n'est le plus gros budget de Paramount, de souvenirs. Donc c'est vrai que c'est très surprenant. C'est dommage parce que ça s'arrête au niveau d'un cliffhanger. Donc potentiellement je ne saurais jamais comment ça se termine. Surtout que visiblement le cliffhanger était différent des jeux vidéo.
Et petite anecdote, alors je crois que c'est sur Twitter que j'ai vu ça sous mon tweet, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, j'ai vu une personne à Link un article de 2022 où c'est écrit les scénaristes de Halo 2 points, nous n'avons jamais joué au jeu. Donc c'est compliqué quand même. Bon, après, moi j'ai trouvé la saison 1 très cool. Mais c'est vraiment j'ai pas vu une la vraie saison 2 question pour qu'on peut se poser parce on est dans une période où on a en permanence des suites, des reboots, une adaptation d'un film, d'un jeu, et c'est vrai que on voit qu'il y a beaucoup de fois ces adaptations sont faites sans aucun respect de l'œuvre originelle, donc les fans sont particulièrement déçus, et c'est vraiment à se demander si du côté des créateurs, en fait, ils n'ont pas marre que les seuls projets qui sont validés sont des projets issus de IP, donc de propriété intellectuelle, et que du coup ils se disent ça y est, j'ai une série, je vais faire ce que je veux. Sauf qu'il y a vraiment une espèce de conflit d'intérêts entre le créatif qui veut faire son délire et au contraire les fans qui veulent être un peu les gardiens de l'univers, et ça crée des conflits. Enfin, on le voit sur Halo, on le voit en ce moment sur The Acolyte. Il y a vraiment, je ne parle même pas des anneaux de pouvoir où là c'est en mode genre Walou, on fait ce qu'on veut. C'est sûr que ça peut que créer des vraies tensions. Moi, Silo, par exemple, la série est bonne, la série sur Apple, mais il y a tellement de différences avec le bouquin et des différences que j'ai beaucoup de mal à comprendre, qui fait que, parce que je trouve qu'elle affaiblisse forcément la série, que j'ai beaucoup de mal à adhérer à Silo en série, alors que j'ai adoré le bouquin, vraiment. Mais en tout cas, la remarque est intéressante, tu as raison, peut-être que en récupérant une licence, bah, derrière, les créateurs se disent, bah, nous, on va le faire à notre sauce, et tant pis si on respecte pas le truc, parce qu'en effet, ils ont peut-être moins de projets sur lesquels ils peuvent s'exprimer librement, et du coup, ils utilisent les projets sous licence. C'est une bonne remarque. Je ne m'étais jamais fait cette réflexion. Bah là, même quand tu regardes The Witcher, ou encore une fois, conflit entre les créateurs et les scénaristes, les créateurs sont vraiment en mode genre, ouais, mais c'est notre vision, et puis de toutes les manières, la série va avoir ses vrais fans. Enfin, c'était une des dernières interviews de la showrunneuse, c'était, y a des fans de la série, c'est eux qu'on veut aller toucher. Sauf que c'est étrange de dire ça et de faire comme si la licence Witcher était née avec elle en fait. Donc c'est vraiment assez surprenant ce rapport qu'il y a sur The Acolyte. Hein. C'est vraiment la showrunneuse qui a un rapport personnel avec Star Wars et qui a voulu changer et créer son œuvre différent des codes de Star Wars habituels, quoi. Ouais, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que quand tu es fan de ces différentes licences, ça fait mal au petit cœur. J'enchaîne. Ouais. Vas-y. J'enchaîne avec une suite de toutes petites news et un truc qui m'a fait sourire. Nouvelles annonces sur Batman Cape Crusader, donc le dessin animé qui se veut être un peu la relève de The Batman qu'on avait eu fin 90. Il y a des nouvelles affiches, il y a une nouvelle version très légèrement modifiée du trailer. Je l'attends avec beaucoup d'impatience. Sortie 1er août 2024. Donc dans pas longtemps du tout. Ensuite, il y a eu un nouveau trailer de Dune, Prophétie. Alors là, j'ai envie de dire, j'ai extrêmement hâte de voir ce qu'on va voir dans Dune, Prophétie. La série a l'air étonnamment aussi quali que le film. Et ce qui est... alors là, attention, hein, j'ai pas vu la série. Je parle juste des images qui sont proposées, du casting, de l'ambiance. C'est incroyable cette espèce de niveau de production qu'il y a autour de cette licence qui continue de se créer Dune. Mais j'ai hyper hâte de voir la série. On rappelle Emily Watson, Jodie May, Olivia Williams, Mark Strong, Travis Fimmel, Sarah Sophie Boussina. Enfin, il y a du très lourd sur le casting. La série, je crois que petit remarque sur le casting. Mon cher Greg, Emily Watson, dans le trailer, je me suis dit, mais waouh, mais c'est incroyable, elle ressemble incroyablement au Baron Harkonnen. Et elle joue une Harkonnen dans le
Ouais. dans la série. Et du coup, en fait, la série, au tout début, je crois qu'elle avait été teasée pour cet été. Et petit rappel, donc, maintenant, elle sera diffusée en novembre sur Max. Ok, du coup, alors après, je vous fais une news. Alors, vous la mettez dans un coin de votre cerveau, mais c'est une news pour dans un an, en novembre de l'année prochaine. Et vous vous dites, mais de quoi parle-t-il? Il y a un nouveau coffret collector, je sais pas, encore une fois, je sais pas pourquoi je mets les mains comme ça, il y a un nouveau coffret collector qui va sortir du côté de chez Warner, qui est l'histoire des films d'animation d'ici, Batman. Et alors, donc c'est ce qui est oufissime, c'est qu'ils ont retraité les images des films d'animation, et il y a notamment le Mask of the Phantasm de Long Halloween qui vont être pour la première fois diffusés en 4K. Le Mask of the Phantasm est souvent considéré comme un des meilleurs films Batman tout court. Je ne sais pas si je le mettrai là, mais en tout cas, il est clairement dans le top peut-être 5. C'est clair. Et il y a plein de très belles choses. Il y a du récent. Il y a le dernier. Là, je parle des films d'animation de chez DC. Et il y a notamment celui que j'ai trouvé très chouette, un des derniers, qui s'appelle The Doom. Je vérifie. The Doom That Came to Gotham. Et c'est une version. Attends, est-ce que tu vas m'aider, Kerr? Tu sais, c'est ces bouquins Lovecraft. Merci, Kerr. Tu es vraiment juste de regarder, si on peut mettre l'image sur Kerr, juste d'avoir cet œil comme ça vif, ça m'a aidé. Donc en fait, pour ceux qui aiment bien Lovecraft, il y a une version de ce film d'animation est une version Lovecraftienne de Batman avec, en gros, il réveille une entité en Antarctique qu'ils vont ramener par mégarde à Gotham. C'est hyper bien comme film. J'étais extrêmement surpris de où est-ce qu'ils allaient, des surprises, enfin vraiment, ils n'ont pas peur, comme ils savent que c'est un one-shot, de tuer certains personnages importants et tout. J'ai trouvé ça hyper chouette. Donc il y a de l'hyper chouette d'il y a longtemps, il y a de l'hyper chouette d'il y a maintenant. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je parle d'une news de novembre 2025 alors que ça va sortir, ça sort le 10 septembre normalement? Eh bien, c'est que le prix annoncé, c'est $200. Et du coup, je pense qu'il faut juste que vous attendiez le Black Friday de l'année prochaine, et ce sera à 50 voire à $40, vu à quel point le prix des Blu-ray est en train de s'écraser. Et je pense que pour le coup, si vous êtes fan de... Encore une fois, hein, je sais pas, j'ai l'impression que je vous priez d'acheter ce truc. Si vous êtes fan de Batman, je pense que c'est vraiment un très très bel objet. Il y a beaucoup d'excellents films si vous n'avez pas pu les voir. Voilà, je sais pas si toi ça t'a donné envie de l'acheter, et je vais terminer par des fun facts. Vas-y, Car. Alors, ça m'a donné envie que tu me l'offres. Écoute, tout est sur la table, hein. On peut dire que tous tes anniversaires et tous tes Noëls, jusqu'à ce que le prix soit inférieur à 30 €, y a pas de souci, hein. Moi, un cadeau, c'est avant tout pour te faire plaisir, en restant dans mon budget. Donc du coup... encore une fois, je sais pas pourquoi je me suis mis à vous prier, c'est trop l'habitude d'avoir le micro. J'ai vu une news sur Collider, qui était une news un peu fun fact, etc., mais qui m'a suffisamment fait sourire pour que j'ai envie de vous en parler. Ils ont fait un top 10 des décors qui ont été réutilisés de série en série parce qu'ils avaient tout simplement les mêmes personnes à la production. Et alors, quelle est la série très connue, mon cher Kerr, qui a tourné dans les décors qui ont été créés pour The Scrubs? Ça a été créé dans Scrubs, ça a été créé pour Scrubs et ensuite récupéré? Série hyper connue. Et ça a été Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Eh bien, The Office. Ah bon? Des décors créés pour West Wing. À ton avis, pour quelle série Teenage ça a été réutilisé? Teenage? Une série Teenage. Game of Thrones? Non, je sais pas du tout ça par contre. Smallville. West Wing, Smallville. J'ai trouvé ça fou. Les Mad Men. Décors ont été utilisés pour New Girl. Star Trek Next Generation. Décors utilisés pour Alias. Là, tu te dis, mais quoi? Quel décor on peut... Les toilettes. À un moment, il y avait des toilettes qui faisaient un peu futuristes. Ils ont utilisé pour des bars. Je ne sais pas. Il y a Arrested Development, dont les décors ont été utilisés pour My So-Called Life.
Il y a Beverly Hills, ça c'est un peu plus logique. Beverly Hills, donc de la série de 1999, les décors ont été utilisés pour Buffy contre les vampires. Ça c'est marrant. C'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Et Quantum Leap, donc Code Quantum, dont les décors ont été utilisés pour Pushing Daisies. Alors celle-là, encore une fois, Code Quantum, il y a tellement de trucs, c'est assez logique. Et alors par contre, il y a un truc qui est hyper évident quand on y pense. Dawson, les décors ont été utilisés pour One Tree Hill. Pour le coup, assez cohérent. Et la dernière série, où alors là tu te dis mais comment ont-ils fait, c'est MacGyver, dont ils ont utilisé certains des décors pour Star Trek Voyager. Donc je suppose qu'ils ont dû créer des éléments de décor pour du désert, pour des choses comme ça, qui ont été réutilisés. Voilà, moi j'ai trouvé cette petite trivia assez marrant. Je pense que celui qui m'a le plus surpris, c'est quand même West Wing les décors de West Wing ont été utilisés pour Smallville. Ça, je pense que c'est le plus grand écart. Eh ben, mon cher Greg, je vais te parler de The Boys, puisque la saison 4 vient de se terminer, et si vous avez été attentif au final, alors je ne vais pas vous le spoiler, ne vous inquiétez pas, mais juste si vous avez été attentif pour ce final, vous verrez qu'il n'a pas de titre, ou qu'il a un titre particulier, qui est donc final de la saison 4. Donc vous êtes peut-être dit, mais non, que les scénaristes, ils se sont pas foulés. Et en fait, c'est lié à l'actualité aux États-Unis et à la tentative d'assassinat sur le candidat Trump, qui a donc poussé The Boys pas The Boys, mais Prime, à agir, puisque le titre original de cet épisode était Assassination Run. Donc, au lieu de course à la Maison Blanche, là, on a une course à l'assassinat. Et il y a eu un message avant la diffusion de l'épisode, pour prévenir bien évidemment que toute violence politique était condamnée. Ça, c'est pour le dernier épisode. Pour ce qui est de la suite, Karl Urban, qui joue Butcher, a annoncé que la saison finale, la 5, n'arriverait pas avant 2026. Qu'elle comporterait, alors ça c'est pas lui mais on le sait, elle va comporter 8 épisodes. Il y aura énormément de guests, qui communiquent là-dessus. Donc est-ce que c'est intéressant ou pas Et Anthony Starr, qui joue Homelander, a déclaré que cette saison serait un peu la lutte, comme on l'avait dans l'Empire, dans Star Wars. Donc c'est pas folichon. Par contre, Anthony Starr, qui a beaucoup parlé là, pendant la diffusion de la saison 4, a dit un truc que j'ai trouvé très intéressant. Il a dit qu'il était perturbé par le fait que énormément de personnes idolâtrent le personnage d'Homelander. Il a dit je pense qu'il ne réalise qu'avec ce que réalise Homelander cette saison, il n'y a vraiment aucune raison d'idolâtrer le personnage. Et c'est tout à fait vrai. Voilà. Et deux autres petits trucs. Il y a un truc qui m'a un peu agacé dans la saison 4 de The Boys. Il y en a beaucoup de choses qui m'ont agacé dans la saison 4 de The Boys, mais il y a un point plus particulier sur la communication qui était de dire vous n'avez pas besoin d'avoir vu Jinvey pour regarder la saison 4 de The Boys. Bah, c'était pas vrai. Et ceux qui n'ont pas vu Jinvey ont loupé des trucs quand même assez importants de la saison 4 de The Boys. Et donc ça, je trouve ça pas ça cool au niveau de la com. T'es pas obligé de communiquer là-dessus. Si c'est un mytho, tu le dis pas et puis c'est tout. Ça n'a servi à rien. Et puisqu'on parle de Jinvey, la saison 2 devrait arriver en 2025. Et pour l'instant, on n'a pas d'autres d'infos sur les potentiels spin-off de The Boys. Dernier truc qui concerne The Boys, puisque Jack Quaid, qui joue Huey, a annoncé qu'il avait participé au casting pour Superman, de James Gunn, mais il n'a pas été pris puisque c'est pas lui Superman. Voilà. Il aurait fait un bon Superman, Huey ? Bah écoute, moi je pense pas. Bah écoute, je pense que James Gunn est d'accord avec toi. Non, je pense pas du tout. Et puisque tu me parles de James Gunn, justement, petites infos sur James Gunn qui a fait pas mal de news. Il a dit qu'il avait terminé le scénario de Creature Commando, Superman, donc qui est actuellement en tournage.
il y a aussi, qu'en gros, les diffusions seront Creature Commando, Superman et Peacemaker dans cet ordre-là, avec Creature Commando qui devrait sortir d'ici la fin d'année. Et je voudrais profiter de ce moment entre toi et moi, pour te dire que je ne m'étais pas rendu compte que petit à petit, donc ils ont dit il y a telle personne qui est castée, il y a telle personne qui est castée, et en fait je me suis pas du tout rendu compte de l'ampleur qu'ils veulent donner au film. C'est-à-dire que pour moi, c'était un film de Superman. J'avais vaguement entendu qu'il y avait Nathan Fillion qui était en Green Lantern. Mais en fait, c'est pas un film Superman qu'ils sont en train de faire. C'est un film Superman / Avengers. Parce que qui est casté ? Bon, Superman, Luthor, Lois Lane, jusque-là, on est d'accord. Mais il y a Green Lantern qui va apparaître, il y a Hawkgirl, il y a Mister Terrific, il y a Métamorpho, The Engineer, Teshmaster, il y a Maxwell Ward, bon, Jimmy Hudson, Perry White, tout ça c'est logique. Et du coup, en fait, ce film... Et des personnages de Peacemaker. Pardon ? Et il y a aussi des personnages de Peacemaker. Oui, bien sûr. Donc en fait, ce film est vraiment un point de démarrage de leur univers et de nouveaux personnages. Je suis quand même très surpris que Nathan Fillion soit en Green Lantern, parce que je le vois pas du tout en Green Lantern sur la durée. Parce que son âge, parce que sa condition physique. Et du coup, donc Nathan Fillion, qui est honnêtement, qui est à la tête de l'emploi, mais par contre, je pense que en termes physiques et en forme physique et surtout en âge, je le vois pas du tout porter une licence Green Lantern. Mais bon, enfin, après, je vous dis ça, c'est vrai que on a, et surtout Kerr a une relation particulière avec Nathan Fillion, c'est un peu ton pote, on peut en parler. Ah oui. Oui, on l'a vu, donc quand on l'a vu, il était en pleine forme. Vous avez donc les photos là, donc non, moi je pense qu'il a physiquement, il peut tenir la baraque. Surtout que objectivement, il faut pas être très fort pour tenir une lanterne, même si elle est de couleur verte. Excuse-moi, mais une lanterne, c'est quoi, 5 kilos, 4 kilos? Bref, on l'avait vu dans un contexte d'interview pour pas créer des fausses impressions que oui, Kerr et lui sont dans les mêmes cercles d'amis, que ils ont tendance à ils sont tous les deux très investis. Mais donc on monte pas les photos de tous les deux dans le jacuzzi avec Brad Pitt. Ça non, on monte pas ça. C'est toi qui vois, c'est toi qui vois. Et mais du coup, le truc c'est que définitivement, je sais que quand on fait le bilan, on a vraiment l'impression qu'ils veulent aller loin. Et encore une fois, je suis très très circonspect parce que toutes les images, on va pas vous les mettre là parce que tout le monde n'a pas envie de les voir, mais les images de tournage, les costumes font très cheap. Alors effectivement, ça peut être refait en 3D, ce que vous voulez, mais les images sont très très cheap. On a vraiment l'impression que c'est cosplay plus, ce qui est un peu chelou. Et pour l'instant, ce que j'ai vu du Superman, l'acteur, me parle pas beaucoup. Donc, James Gunn a fait des films très chouettes, fait des films moins chouettes. J'ai super hâte de le voir, ça c'est sûr. Mais j'ai très très peur. Je vais pas vous le cacher, j'ai très 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 peur. Tu veux enchaîner, mon Chaka ? Oui, quelques petites infos là comme ça. Alors, non, attends, avant de partir sur les petites infos comme ça, j'ai envie de partir sur un gros truc. J'ai envie de vous parler des Emmy Awards, puisqu'on a eu les nominations qui sont tombées. Et sans surprise, la série qui a le plus de nominations cette année, c'est Shogun, avec 25 nominations. Alors, il y a plein de catégories techniques, hein, c'est pour ça aussi qu'il y en a autant. Derrière, on a The Bear avec 25 nominations. Assez étonné de voir qu'il y a autant de nominations pour Only Murder in the Building, mais elle est dans la catégorie comédie, et comme il y a un gros casting, elle récupère plein de nominations casting. True Detective est à la nouvelle saison, donc la saison 4, Night Country avec Jodie Foster, est à 19 nominations. The Crown, pour sa dernière, est à 18 nominations. Le Morning Show est à 16 nominations. Une série dont on n'a pas assez parlé, je trouve, c'est bien dommage parce que c'est peut-être la série que j'ai préférée cette année avec Shogun, voire peut-être que j'ai préféré... non. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé, c'est Mr. et Mrs. Smith avec 16 nominations. Et Fallout de Prime est à 16 nominations. Et je vais m'attarder un petit peu sur juste là vous dire quand même sur les trucs vraiment importants. Alors il faut que je trouve bien évidemment, puisque ma liste n'est pas... alors, dans la catégorie série comique, les nominés, on a Abbott Elementary, encore une fois, The Bear,
Alors certains vont dire mais The Bear n'est pas vraiment une comédie, on est d'accord, il y a même aux États-Unis plusieurs studios qui se sont plaints de la présence de The Bear dans la catégorie comédie, parce que c'est plutôt une comédie dramatique. Donc, mais elle est quand même dans cette catégorie-là et c'est ce qui lui permet de tout gagner. Alors après, ça serait un gros poids lourd si elle était dans la catégorie dramatique, hein. Il y a Only Murdering in the Builder, Palm Royal, la série d'Apple. Et on a aussi, et ça me fait plaisir parce que c'est une chouette série, What We Do in the Shadows. Du côté, mon cher Greg, c'est la catégorie reine. C'est bien évidemment les séries dramatiques. On a The Crown, on a Fallout. Je suis très étonné de la présence de Fallout. On a The Gilded Age, qui est la série HBO qui est faite par Gillian Fellows, qui est le créateur de Downton Abbey et dont on parle très peu. On a The Morning Show. On a Mr. et Mrs. Smith, ça je suis content. On a Shogun. On a Free Body Problem, donc un problème à 3 corps. Et on a une série qu'on ne cite jamais, que j'ai regardée, que j'adore, qui est Slow Horses avec Gary Oldman. Donc vraiment des bonnes séries, je trouve. Et je vais m'attarder quelques instants sur The Bear, parce que sur The Bear, il y a des trucs à dire quand même. The Bear, mon cher Greg, accroche-toi bien. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 acteurs de la série The Bear qui ont une nomination, que ce soit donc dans rôle principal, ou rôle secondaire, ou guest. Donc on a bien évidemment Jeremy Allen White, Ayo Edebiri et Ebon Moss Backrack, je massacre toujours son nom. Mais on a aussi les guests, Bob Odenkirk, Olivia Colman, John Berthol, Will Poulter, Jamie Lee Curtis. Donc c'est du lourd, rien que pour les acteurs. Mais il y a un truc quand même qui est important à noter, c'est qu'il y a un épisode particulier, j'en avais déjà parlé mon cher Greg dans les news je crois. C'est l'épisode 6 de la saison 2 qui s'appelle Fishes, parce qu'il est au pluriel, donc j'espère que je l'ai bien dit, qui est un épisode un peu à part dans la saison 2, qui est un flashback, avec John Berthol. Et figure-toi que à l'époque, quand il a été diffusé, il y a eu des articles qui disaient à quel point cet épisode en lui-même était un chef-d'œuvre. Il a eu pendant très longtemps, il était au coude à coude avec les meilleurs épisodes de Breaking Bad, comme la meilleure série notée le meilleur épisode noté de tous les temps sur IMDb. Ça a un petit peu baissé là, mais ça a été du lourd. Et cet épisode, eh ben, il a nomination pour meilleure réalisation, meilleure écriture, double meilleur guest et meilleure actrice. C'est la première fois qu'un épisode de série de tout court a autant de nominations aux Emmy. Donc voilà, c'est assez étonnant. Et dernier petit truc sur les Emmy. Robert Downey Jr., il est nominé donc pour la série d'Apple, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. J'ai oublié le nom, je n'ai pas commencé, ne m'en voulez pas. Mais du coup, si, c'est sérieux, hein. Donc si Robert Downey Jr. gagne l'Emmy cette année, eh ben, il aura fait Oscar Emmy la même année. Et ça, il y a très très peu d'acteurs et actrices qui ont réussi à faire ça. Et enfin, ça c'est un truc... Bon, ça, il va falloir que tu réagisses, obligé. Une nomination pour X-Men. What? Une nomination pour Invincible. What? Mais attends. Ah pardon, excuse-moi. Non, c'est pas là qu'il faut que tu réagisses. Non, mais j'ai réagi trop tôt, excuse-moi. T'es prêt? 3 nominations pour Loki et 5 nominations pour Ahsoka. Mais c'est les Razzie Awards, tu t'es trompé de fiche. Non. Il y a vraiment 5 nominations pour Ahsoka. Et c'est quoi? C'est des nominations? C'était des catégories techniques. Ouais, parce que ce que j'allais dire, c'est des catégories. Ouais. Comment? Peut-être. En même temps, c'est assez légitime. Si c'est la catégorie sauver le film par la direction artistique, sauver la série par un sound design, c'est peut-être des nouvelles catégories qu'on connaît pas. Oui. Bah, il y a la catégorie meilleure série de l'année avec Rosario Dawson. Donc déjà, elle est nominée pour ça. Non, mais en fait, c'est dans le technique, mais c'est cocasse de dire qu'Ahsoka est devant Loki, qui, je trouve, a fort peu de nominations et aurait peut-être, j'ai bien dit peut-être, mérité des nominations un peu plus intéressantes dans la catégorie dramatique pour la qualité du dernier épisode de la saison 2. Le problème, c'est qu'il y a énormément
de choses qui ne vont pas dans la saison 2 qui peut-être lui a été fatale. Alors les favoris, soyons honnêtes, du côté des séries limitées, ça va se jouer entre True Detective, Fargo et aussi une série dont on a assez peu parlé qui est Lessons in Chemistry, donc avec Brie Larson sur Apple TV+. Et il y a un outsider qui est Ripley, nouvelle adaptation du talentueux Mr. Ripley, donc sur Netflix, qui a fait beaucoup parler. Et du côté des séries dramatiques, je pense que c'est déjà gagné pour Shogun. Je vois pas dans la liste qui pourrait aller battre Shogun, en toute honnêteté intellectuelle. Et du côté des comédies, imagine 2 secondes. On imagine un monde où Shogun a les nominations, mais ne gagne pas. Gagne peut-être meilleure série, tu vois, gagne 4 prix importants, mais tu vois, genre vraiment le prix meilleure série, meilleur acteur principal, etc. Et que, à côté de ça, Ahsoka gagne ses 5 prix techniques. On pourra dire que Ahsoka a plus du coup de prix que Shogun et a donc gagné par rapport à Shogun. Je trouverais ça vraiment très cocasse. Je sais pas pourquoi. Vraiment, je suis en train de vous prier de donner des prix à Ahsoka là. Et j'ai retrouvé, mon cher Greg, la série de Robert Downey Jr. C'est en plus, c'est un nom que j'arrive pas à dire. Franchement, ils mettent pas Robert là. The Sympathizer. Voilà, série Apple TV+. Série limitée. Voilà, mon cher Greg, pour les Emmy Awards. Alors, je vous avais parlé, là, je vais arrêter. Là, j'ai les mains libres dans ma vie de tous les jours. Quand j'ai pas de micro, je suis pas comme ça tout le temps, je tiens à le préciser. Du coup, donc, on disait que la semaine dernière, on vous avait parlé d'un hack de Disney. Un hack où ils auraient récupéré beaucoup d'informations à travers des trous dans le site, notamment leur Salesforce, et récupérer beaucoup de conversations des employés de chez Disney sur les Slack. En fait, il y a c'est en train de faire des remous, et visiblement, en fait, Disney et tous les grands studios sont en train de flipper particulièrement pour la sécurité de leurs informations. Alors on rappelle qu'il y a à peu près une dizaine d'années, Sony s'était fait pirater, qu'il y avait eu plusieurs terras de mails, d'informations personnelles qui étaient sorties. On avait appris beaucoup de choses assez intéressantes d'ailleurs sur les rouages de chez Disney. Pas mal de personnes avaient dû quitter Disney parce qu'ils n'étaient pas très fiers de ce qu'il y avait dans les mails, et de quitter Sony parce qu'ils n'étaient pas fiers de ce qu'il y avait dans les mails. Et là, ce qu'on voit, c'est que chez Disney, en fait, pour l'instant, on ne sait pas ce qui est sorti, puisque les hackers menacent du coup Disney. Si Disney ne se met pas à être plus pro-créatif, anti-IA, etc. Enfin, là, on est sur des trucs un peu plus vagues. Et en fait, le truc, c'est que visiblement, il y a donc de plus en plus de studios qui s'inquiètent de la sécurité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme toutes les grosses sociétés, ils se sont mis à utiliser Slack pour la communication, utiliser Salesforce, et en fait, à commencer à utiliser une pléthore d'outils externes. Et ils sont beaucoup d'employés, on parle à chaque fois de milliers, de dizaines de milliers d'employés. Et donc, beaucoup de personnes, beaucoup de comptes, beaucoup de plateformes différentes, ça les rend fragiles, enfin ça les a beaucoup fragilisés justement à un piratage. Et donc les experts disent qu'ils ne seraient pas surpris qu'il y ait de nombreux piratages qui apparaissent sur les prochaines années de tous ces grands studios. Et c'est vrai que, imagine Kerr, si il y a le film, tu vois, Bad Girl, qui est piraté, qui apparaît, enfin vraiment, la préservation des données, à la fois de ce qu'ils peuvent dire en interne, et en même temps des films, des scénarios, des castings, etc. Enfin, les studios ont une mine d'informations que le grand public aurait très envie de connaître. Et si effectivement ils n'ont jamais été aussi vulnérables, ça va donner lieu à sans doute des choses un peu folkloriques. T'en penses quoi ? Non, mais je peux comprendre la crainte. Après, c'est vrai que si par exemple Prime se fait pirater et qu'ils volent le SMS où est écrit l'intégralité du scénario de The Rings of Power. Joli. Je dois avouer, bien amené. Imagine qu'ils ont le tweet de 140 caractères qui a l'intégralité du scénario des 5 saisons.
Ouais. Le pire, c'est que c'est peut-être vrai, tu vois. Ouais. Et Sauron est méchant. Le truc. Ok, merci les mecs. Et du coup, tu m'offres une superbe transition sur les anneaux de pouvoir, qu'on appelle ici, entre nous, les anneaux de l'amitié. Parce que souvent, cette série, en fait, elle ressoude. Ensemble, on se moque peut-être un petit peu, mais voilà. Donc en fait, les anneaux de pouvoir sont tournés dans des studios en Angleterre qui s'appellent les studios les Brainier et Brainier Studios. Et en fait, Amazon tourne beaucoup dans ces studios. Ils ont Amazon qui a acheté MGM et évidemment qui a Prime. Donc il y a. Attends, mais Greg, avec toute la thune qu'a Amazon, il tourne dans un studio alors qu'il pourrait au moins acheter un F1 ou un F2. Ouais. Franchement, c'est abusé. C'est abusé. Ouais. Alors et du coup en fait ce studio comme l'a fait Notecar, ils ont tourné Rocketman, Mamma Mia, Here We Go Again, la série Citadel. Si vous ne savez pas que cette série existe, sachez qu'elle existe et qu'elle a coûté vraiment un bon kilo de patates à Amazon. Kingsman. Et du coup, c'est beaucoup de choses qui sont tournées dans ces studios, qui sont des très gros studios en Angleterre. Et en fait, Amazon, c'est très simple. Ils se sont dit, bon, là, il y a une ligne qui nous coûte de l'argent, c'est les studios, mais en fait, va plus nous coûter de l'argent, on va l'acheter. Et je pense, et ça me permet en fait de vous parler de ça, de plus en plus on voit des annonces de tournage en Angleterre sur des films qui ont des budgets complètement fous. L'exemple de The Marvels était un bon exemple, avec le film qui était je crois que c'était le 4e ou 5e film du MCU, le plus cher. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, il y a beaucoup de crédits d'impôt qui sont donnés en Angleterre, c'est-à-dire que si vous allez tourner et avec un film à 100 millions, il y a, je crois, de l'ordre de 40 millions qui vous sont redonnés en crédit d'impôt a posteriori. Donc évidemment, plus vous dites que vous avez un très très gros budget, plus derrière, ils vous donnent beaucoup de crédit d'impôt. Alors, ce ne sont que des suppositions. Je n'ai pas accès au compte de tous les grands majors et tout, et donc c'est qu'une pure supposition. Mais c'est vrai que les budgets de ce qui est tourné en Angleterre, les prix paraissent quand même énormes par rapport à la production quasiment faite identiquement aux États-Unis et encore pire au Canada. Et du coup, à mon avis, il y a un petit triumvirate qui est en train de s'installer avec Amazon qui va produire de plus en plus. Ce qui est une bonne chose, le cinéma anglais a toujours été hyper un de mes cinémas préférés. Donc je suis très content que le cinéma anglais profite de ses budgets pour ensuite faire d'autres choses. Mais voilà, Amazon qui met non pas un pied, mais les deux pieds en Angleterre, ce qui est marrant. Parce que j'aurais pas imaginé qu'Amazon, il y a quelques années, ait des studios et une plateforme de streaming et également tous les outils de production et que ce soit en Angleterre particulièrement. Voilà. À toi, mon cher Kerr. Eh ben merci, mon cher Greg. Alors moi, je vais mitrailler quelques petites news comme ça rapidement. Bra bra bra. Pour vous dire que Maika Monroe, qui est actuellement à l'affiche de Long Legs, qui cartonne au box-office américain, a reparlé de la suite de It Follows, qui est le film qui l'a révélé. Et elle a dit donc qu'ils avaient commencé le début du tournage en 2025. Elle m'a pas donné le jour, donc ne réservez pas pour faire. Ça n'a aucun sens. Laissez tomber. Jamie Curtis, qui était annoncé dans la série One Piece, la saison 2, pour jouer le docteur Kureha. Eh ben, figurez-vous qu'elle ne sera pas dans la saison 2 de One Piece pour interpréter le personnage du docteur Kureha, à cause d'un problème donc de calendrier. Elle est occupée ailleurs à ce moment-là, c'est bien dommage. Mais c'est comme ça. Hommage à Bob Newhart, qui est décédé à l'âge de 94 ans. Et si vous avez regardé The Big Bang Theory, eh ben, vous connaissez très bien Bob Newhart, puisque c'était professeur Proton, qui animait dans l'enfance de Sheldon une émission scientifique qu'il regardait, et le professeur Proton intervenait régulièrement dans The Big Bang Theory. Dans The Big Bang Theory, il décède et il revient en mode fantôme, donc issu de l'imaginaire de Sheldon. Donc là, malheureusement, Bob Newhart est réellement décédé. Donc RIP. Ensuite, Zoé Kravitz rejoint le casting de du prochain film de Darren Aronofsky,
donc avec Austin Butler, où on va suivre en fait la vie qui part en lambeaux d'un ancien champion de baseball, à New York dans les années 90. Donc Aronofsky, Kravitz et Butler, je suis moins fan, mais c'est quand même un bon acteur. Mais surtout Zoé Kravitz. Je suis très content. Idée stupide, en voilà une. Mon cher Greg, es-tu prêt? Là, c'est vraiment une idée stupide. Parfois, Ouais. dans les studios, il y a un défi. Alors, c'est quoi l'idée vraiment la plus bête qu'on pourrait avoir? Eh ben, il y en a un Alors, qui a gagné attends, j'ai une idée. C'est, t'achètes les droits du Seigneur des Anneaux, mais t'achètes que l'appendice du Seigneur des Anneaux. Ça c'est énorme. Et en fait, Ouais. après, tu t'inventes tout, en fait. T'oublies que t'as les appendices, et genre, tu pars en freestyle complet. Tu dis que, je sais pas, genre, le mithril, c'est... Attends, je dis des conneries. Le mithril, en fait, c'est le sang d'un balrog et d'un elfe qui combat, tu vois, tu fais ta ta ta. Attends, ça, c'est les idées les plus stupides qu'on puisse avoir, non? Ben non, il y a bien pire que ça. Il y a un projet de film 24 heures chrono. Oui. Alors, le concept de la série à l'époque avec Jack Bauer était génial. On suivait vraiment il y avait 24 épisodes. 24 épisodes, c'était 1 heure de la journée de Jack Bauer. Et il vivait plein de choses incroyables. Là, on va suivre donc les 24 heures d'une journée de Jack Bauer, le temps d'un film. Je doute que le film dure 24 heures. Sinon, à mon avis, ils vont avoir un problème pour remplir les salles. Donc vraiment, ça, je trouve que c'est une idée particulièrement stupide. J'ai parlé de Shogun. Ça n'arrivera pas avant au moins 2026. Début de tournage en 2025. J'ai parlé de The Bear. Eh ben, ça tombe bien. La saison 4 devrait sortir logiquement à l'été 2025. J'ai parlé de Glenn Powell tout à l'heure pour Twisters. Eh ben, figurez-vous qu'il est en négociation pour être le héros du remake du film Backdraft. Et Backdraft, moi, j'ai adoré. Film de Ron Howard sorti en 91. Quand j'étais gamin, c'était un de mes films préférés. Je le regardais très souvent. Film avec Kurt Russell, Bob De Niro, Donald Sutherland qui est décédé il y a pas longtemps, Jennifer Jason Leigh, Scott Glenn. On a également William Baldwin, J.T. Walsh qui est un acteur que j'aimais beaucoup et qui est également décédé il y a un paquet d'années maintenant. Et Backdraft, c'était un film sur des pompiers. Et voilà, donc je vous conseille chaudement de le regarder. Et c'était aussi une attraction à Universal Studios qui envoyait plein la tête. T'étais dans un hangar et d'un seul coup, tout le hangar prenait feu. Je peux te dire que t'avais chaud. Et tout explosait devant tes yeux et tout, c'était très stylé. Mais le truc qui est étonnant, c'est que Backdraft, c'est quand même un bon film. Bon film spectacle, et il n'est pas resté tant que ça, je trouve, dans les mémoires. Donc voilà, et ben, il va y avoir un remake. Et potentiellement, c'est Glenn Powell qui va avoir le rôle principal. Et est-ce que j'ai terminé? Bah oui, je termine là-dessus, mon cher Greg. Donc, à toi pour conclure. Et ben si je conclus, alors du coup je vais enchaîner quelques petites news. La première c'est AM6 n'ayant pas de plateforme de streaming chez nous. Eh bien AM6 du coup a étendu son deal avec Netflix et leur a vendu notamment l'apparition de Walking Dead, Daryl, les Anna Rice saison interview avec un vampire, les séries. Donc il y a Fear the Walking Dead qui vont apparaître. Donc il y a beaucoup de contenus AMC qui vont apparaître sur Netflix. Je pense que ça va... ce serait assez logique hein, que AMC se dise la guerre des plateformes c'est pas pour nous et que du coup ça donne autant de poids à Netflix. On rappelle d'ailleurs que Netflix est du coup avec Peacock aux États-Unis se sont mis en bundle dans leur version premium pour être vendus, ce qui va avec ce qu'on vous disait, hein, les bundles qu'on voit apparaître chez Canal, chez Free, sont l'avenir en fait des plateformes de streaming, parce que je vois pas comment les gens pourraient continuer à avoir autant de sous par mois sur toutes les plateformes, et du coup il y en a trop qui ont peur de ne plus être prises. Et du coup, donc, aux États-Unis, c'est les JO qui les ont un petit peu poussés à avancer. D'ailleurs, petit mot sur les JO. La dernière fois, j'ai dit
et tout, on est retour à la Cult and Click Mansion et tout. Et en fait, problème avec les JO au niveau des déplacements, donc c'est record à la maison. Ah bah puisque tu parles de JO, j'ai un coup de gueule à passer. En fait, ton traquenard de me dire régulièrement que LeBron James est mon GOAT fait que tout à l'heure, quand j'ai dit que LeBron James était le porte-drapeau de la délégation américaine, accessoirement c'est le premier basketteur américain à avoir cet honneur, et il y a plein de gens sur Twitter qui m'ont dit, et pas que sur Twitter, qui m'ont dit ah c'est ton GOAT. Mais je te remercie pas, hein, parce que tout le monde sait que mon vrai GOAT en basket, bien évidemment, il n'y en a qu'un, et c'est pas à moi de le décider, c'est comme ça. C'est l'histoire, c'est Michael Jordan. Putain, ce double discours que t'as entre le privé et le public, c'est un truc de ma boule. T'as pas le droit. Non, mais le truc, c'est que... Attends, la dernière fois, on en parle, tu me dis, mais combien d'années Michael... Attends, j'essaye de citer Kerr. C'est Michael Jordan, c'est quelqu'un qui a abandonné sa carrière à plein de reprises, là où LeBron a connu 30% des joueurs de la NBA juste parce qu'il est un acharné. Tu me sors des trucs, tu me sors des stats avancées sur le fait que LeBron est meilleur. Mais ce que tu dis sur LeBron est vrai, mais Michael est au-dessus. Mais c'est incompréhensible. C'est-à-dire que on va éteindre la caméra, tu vas de nouveau me dire que c'est LeBron. Un exemple, tu voulais à tout prix qu'on fasse la couverture du film... de Space Jam 2. De Space Jam 2, et tu me tenais bec et ongle, je vous invite à regarder la vidéo, que Space Jam 2 est meilleur parce que d'un point de vue joueur, LeBron James est meilleur joueur que Michael Jordan et que ça en faisait un meilleur film. Moi personnellement, je n'ai qu'un seul GOAT, c'est Michael Jordan. Le débat de est-ce que Wilt Chamberlain a plus de titres et tout, ce n'est pas mon débat. Mon débat, c'est que mon GOAT, c'est Jordan. Je suis clair, vie privée, vie perso, quelles que soient les conditions, mon GOAT de basket, c'est Jordan. Voilà, les gens savent maintenant pour Kerr. Et du coup, vous serez content d'apprendre que le patron, le co-patron, puisqu'ils sont deux patrons chez Netflix, accessoirement Kerr, qui ne dit mot consent, Ted Sarandos a commencé à s'exprimer un petit peu sur les IA en disant non mais c'est un truc pour les créateurs, c'est utile, ça va faire gagner du temps, c'est un moyen pour que les créatifs puissent faire des meilleures histoires, etc., etc. Sachant que je pense qu'il est aussi évident que le but de Uber, c'est pas de faire que des gens puissent être auto-entrepreneurs et gagner de l'argent en faisant des courses par-ci par-là. Le but de Uber, c'est de faire que les gens se déplacent d'un point A à un point B en récupérant de l'argent. Donc le but de Uber, c'est, comme ils le font des tests en ce moment, d'avoir des voitures automatisées. Sans chauffeur qu'ils ont à payer. En plus, il y a des États, il y a des pays où ils ont été obligés de salarier les chauffeurs. Tout ça, c'est super chiant pour eux. Donc en fait, le but de Uber, c'est de déplacer des gens. Le but de Netflix, c'est de nous faire regarder du contenu. Qu'il y ait des créatifs, de l'achat, de machin et tout, c'est chiant. Donc, concrètement, je pense que le but de Netflix dans les quelques années, c'est juste d'avoir des IA génératives pour nous générer le contenu qu'on demande. Et ils sont dans une position, on en parlait avec les bénéfices, avec la quantité d'informations, de à quel moment on regarde, à quel moment on coupe une série, quels sont les personnages qu'on apprécie, parce qu'on est plus investi dans les séries qui sont avec tel type de personnage. Ils ont une mine de data, sachant que depuis le début, Netflix, au tout début, Netflix mettait en avant son algorithme en disant si vous aimez telle série, on va vous recommander tel film, etc. Netflix est une société technologique. Du coup, le fait qu'ils commencent à en parler, moi je suis persuadé que ça c'est l'étape 1 d'un plan en 10 étapes et à la fin, il y a le prompt qui est... fais-moi un film à la Minority Report, mais réalisé par David Fincher et avec des super-héros. Vraiment, je suis persuadé que l'avenir, dans 10 ans, 15 ans, sera ça. Mais c'est sûr que je vous dis pas que c'est le cas dans 100 ans, quoi. Enfin voilà. Donc je te laisse, tu m'as donné les dernières news, je te laisse le mot de la fin
mon cher Pierre, parce que mon mot de la fin serait prompt. Prompt, espoir. C'est à toi, mon cher Pierre. Eh ben merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci aux tipeurs pour votre soutien. Il est crucial. Merci à Daniel à la réalisation. Merci à tous ceux qui vont mettre des petits commentaires, un petit pouce vers le haut pour aider la chaîne. Vous abonnez bien sûr à la petite cloche. Et surtout, le plus important, passez une bonne fin de journée. Ciao!